J'ai été invité à la messe cette semaine en passant dans les églises, quelque chose que je fais toutes les semaines depuis un moment, peut-être plusieurs fois par semaine. À chaque fois que je croise une église, j'y vais. Et je suis rarement à l'aise justement quand il y a des processions, des messes, en fait quand l'église est active et qu'il y a des croyants qui sont baptisés, je suis pas toujours à l'aise pour y rentrer, que ce soit d'ailleurs ici ou en France. Ici encore un peu moins parce que c'est l'étranger. On va s'y rendre là, on est dimanche. Avant, j'ai envie d'essayer quelque chose. J'ai l'impression que c'est mieux que la dernière fois, je suis un petit peu plus stable. Bon, je bouge plus que ce que j'imaginais. Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'avais l'impression que tous les muscles stabilisateurs, ça y est, ils étaient remis, ils avaient compris la leçon. Ça prendra peut-être pendant une semaine de plus. Donc ouais, on va aller à la messe, évidemment pas comme ça. Il s'agit d'une messe orthodoxe en plus, mais j'imagine même dans les messes catholiques, on s'habille un minimum, et même on s'habille bien de ce que j'avais pu voir. Il me semble que j'avais raconté une des rares messes catholiques que j'avais faites il n'y a pas si longtemps que ça. Je m'étais éclaté les genoux. Je retiens pas que ça. C'est un très beau moment et je regrette de ne pas y être allé plus souvent. Là, c'est vrai que ça m'avait pas beaucoup touché. Peut-être moins que ce à quoi je m'attendais. Et je prendrai le temps d'y retourner quand j'irai en France, je pense. Mais ce qui n'a... Comment dire ? Le fait que la messe m'ait pas touché est assez indépendant de mon rapport au Christ, en fait. Ça m'a pas plus fait douter que ça, et je m'attendais pas non plus à une révélation, dans le sens où j'y suis pas allé de ma vie, et là d'un coup j'irais, ça m'ouvrirait les yeux. C'était en français, il me semble. Et il y avait quand même de très belles choses, hein. Rien que le fait d'être tous tournés dans le même sens. Entouré de beauté aussi, il faut le dire, les églises à Paris sont absolument magnifiques. Tous ces gens tournaient vers un même symbole qui était aussi fort. C'était un très beau moment, mais je dois dire que j'ai peu d'expérience là-dedans et que mon rapport aux églises, il est un peu plus solitaire en fait. J'y passe du temps plutôt seul. Et là, c'est ce qui m'a amené cette semaine à discuter avec ce qui me semblait pas être un prêtre, mais en tout cas, Georgi, qui est Georges, en géorgien, c'est un prénom très 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 courant ici, et qui, j'ai eu l'impression, s'occupait tout simplement de l'église. Il y a toujours quelqu'un à l'intérieur. Bon, là, c'était Georgi, et il se trouve que on était tous les deux dans l'église, donc il est venu me parler. Et c'était intéressant, quelqu'un de très sympathique, et qui m'a invité aujourd'hui dimanche à venir à la messe. Il m'a dit qu'il y aurait des chants. Je lui ai demandé le fait que je parle pas géorgien, que je sois en français, que je sois même... Je lui ai dit que je n'étais pas baptisé. Il m'a dit que c'était pas du tout un problème. Et donc j'étais ravi de cette invitation, d'autant plus que c'est une église qui me touche. Elle est très belle. Il y a des icônes assez intéressantes dont on aura l'occasion de parler, je pense. Je l'évoquerai. Et au-delà des icônes, les peintures murales aussi. C'est une petite église orthodoxe, un peu classique. Elle est en briques, j'adore. Briques, pierres. C'est ce que je préfère en termes d'église. Celle-là est très élégante et elle a quelques mosaïques à l'extérieur. Et c'est marrant, elle est en face d'une école. Et donc quand j'y passe et que les enfants rentrent, en fait, vont rentrer en cours, ils signent tous devant, on les voit tous s'arrêter devant l'église, signer avant de rentrer. Et puis c'est une église qui est un peu aussi en hauteur et pas dans un coin très touristique, même si c'est le centre historique. C'est assez peu touristique, donc peut-être qu'ils ont un rapport autre, je sais pas, mais dans les églises du centre, parfois ils peuvent être un peu rudes, je trouve, avec les étrangers. Et en même temps, ça rejoint peut-être ce dont j'avais parlé quand j'étais allé en Sicile, de l'irrespect des touristes. En tout cas, dans celle-ci, il n'y avait pas du tout cette ambiance-là, et à chaque fois que j'y suis allé, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de légèreté. Même, je me souviens d'un jour où, justement, vu que c'est à côté de l'école, il y a des jeunes qui étaient dedans et qui... Alors, ils couraient pas vraiment dans l'église, mais je crois qu'ils étaient en retard pour quelque chose, donc ils couraient, ils riaient un petit peu. Ça met une ambiance qui est un petit peu plus légère que celle qu'on peut retrouver dans certaines églises ici, et c'est normal. Je veux dire, il y a aussi dans la religion un rapport aux morts, donc quelque chose de... Puis beaucoup de martyrs ici aussi. Quelque chose d'un petit peu moins joyeux.
Mais je dois dire que ça m'avait mis plutôt à l'aise. Un peu d'ailleurs comme certaines églises à Rome, c'est pareil. Je me souviens même d'une église à Rome qui avait dans un coin un endroit pour que les jeunes jouent. Je crois pour pas qu'ils s'ennuient pendant la messe. Et ça, pour le coup, c'était sympathique. Autant les espèces de boomers qui peuvent pas s'empêcher de parler et de raconter des trucs qui n'ont rien à voir avec les églises dedans. Bon, ça a tendance à me tendre un petit peu. Autant des enfants, je comprends, et je trouve ça même... je trouve ça sain que si jeunes, ils aient même un rapport à cette beauté-là qui puisse être dans des églises et que ce soit pas un rapport négatif où ils s'ennuient. Je vais pas tarder, j'arrête pas d'être en retard. J'ai essayé d'être élégant sans trop en faire non plus. J'avais acheté une jolie chemise, j'en avais profité d'être en France pour avoir Vinted. Il faudra qu'on parle de cette invention absolument merveilleuse. Mais elle est un petit peu trop voyante. Et pourquoi je suis content de cette chemise? Parce que pour la première fois, j'ai du Made in Italy, 100% coton. Elle est un petit peu juste, mais ça c'est de ma faute. J'aurais dû prendre XL au lieu de prendre L. Par contre, ouais, il y a des pépites, on va dire, sur Vinted. Elle m'avait coûté 5 € et bref, j'en étais assez fier. Finalement, j'ai pris quelque chose de plus simple avec... l'idée est de pas être trop voyant. Déjà que je suis grand et que je suis un étranger, on va pas trop en faire. Bon, je le dis quand même, le miroir est pas sale. C'est l'intérieur là qui est... Ouais, il est foutu. Aussi un détail, je suis relativement dans le thème avec ce collier que je porte pas que pour l'occasion, mais qui est la croix de Saint-Nino. Et il se trouve que cette église, c'est l'église justement de Saint-Nino. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé plus de 2 heures debout, mais ça valait le coup, c'était très beau. Naturellement, j'ai pas filmé la messe, mais c'était un très beau moment. Non seulement l'église en elle-même est très belle, mais également les chants, pour le coup, que j'ai enregistrés et que je te fais passer là. C'était très beau, et le fait qu'on soit beaucoup à l'intérieur de l'église, parce qu'il y avait du succès, il y avait même à l'entrée un prêtre orthodoxe qui parlait anglais et qui était avec un groupe. Alors, j'aurais du mal à expliquer ce que faisait ce groupe-là, si c'était une activité touristique ou pas. En tout cas, il leur expliquait avec beaucoup de pédagogie comment assister à la messe. Et moi, c'est vrai que j'ai apprécié aussi, j'ai tendu une oreille à ce moment-là, c'était avant d'y rentrer. J'étais évidemment à l'heure, à -5, j'étais là. Tu vas comprendre pourquoi ça a joué dans mon expérience de la messe. Mais voilà, juste avant de rentrer, il a donné des indications, il était aussi assez amical. Il avait un tempérament comme... je sais pas comment le décrire, mais comme beaucoup d'Américains et d'anglophones, encore un peu plus amicaux que les Français, mais surtout plus amicaux que la plupart des gens de l'Est. On va dire que c'était une bonne introduction, même si j'ai pu retrouver Georgi à l'intérieur, qui avait énormément de Géorgiens, que les traditions étaient très belles et très respectées, tout est assez codifié. C'est orthodoxe, hein, tout simplement. Et je dirais que les chants ont commencé au bout d'1 heure, quelque chose comme ça. C'est là que le fait que je sois arrivé en avance a de l'importance. Dans le sens où Georgi a eu raison de me dire que c'était à 8 heures. Mais moi, c'est la première fois que je venais à l'église. Quand j'y vais, généralement, c'est pas longtemps. Mon attention est celui d'un contemporain et d'un moderne, et donc rester debout pendant plus de 2 heures, c'est pas si simple. Je dirais pas que j'en ai souffert du tout, mais c'est pas habituel, on va dire. Après, c'est aussi ça la religion, c'est intéressant, mais peut-être que les premières fois, en tout cas c'est ce que je ferai, les prochaines je pense, y aller quelque chose comme 1 heure, peut-être même moins, mais c'est ce que faisaient les gens en fait, ils passaient. Vu que je suis resté plus de 2 heures, j'ai vu pas mal de personnes arriver, sortir, et même au bout des 2 heures, il y avait des gens qui arrivaient. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, en fait, il y avait même pas mal de personnes qui arrivaient beaucoup plus tard. Et j'ai l'impression qu'on peut y passer, alors qu'il y a les fidèles vraiment qui vont y rester pendant tout ce temps-là, et je pense que ça leur fait du bien d'y rester longtemps. Pour ma part, c'est comme le sport, je pense qu'il faut que je m'y habitue et pas que j'y aille d'un coup, entre guillemets, comme un bourrin. C'est pas si bourrin d'y aller 2 heures comme ça par dimanche, mais c'est
assez radical par rapport au passage dans les églises. Je dois y passer quelque chose comme 10 minutes. C'est un bon temps de contemplation quand même, les 10 minutes, et ça te permet de te réaligner, on va dire. Et là, le fait d'y avoir été plus longtemps, j'ai pu remarquer que c'était le cas. Tu rentres dans un certain état méditatif, en tout cas. Puis j'en suis, en fait, je suis parti avant d'en sortir, je dirais. Mais c'était une très belle expérience, je suis content d'y être allé. Et je pense que je passerai plus souvent, même maintenant que je suis plus familier avec le fait de déposer des cierges devant les icônes. C'est une belle action, je trouve, et ça fait partie de la redistribution qui n'est pas forcée ici. Après une longue marche, la semaine commence avec un buffet. Voilà, le buffet de la célébration qui intègre, après tous les conseils que j'ai pu donner en termes de nutrition, il y a tout. Voilà, j'ai ce problème parfois d'additionner tout ce que je peux sans trop réfléchir, en me disant « Oh, il y a des œufs, faisons des œufs, je te montre ça. » Donc le centre pour un déjeuner est quand même là. Il y a 4 œufs, bien jaunes, bien bons. Ça, c'est tout à fait facultatif, d'autant qu'ici, ils sont pas très bons. Du cœur, en lamelles, quoi, et puis bien grillé. Faut que je sale tout ça, faut pas que j'oublie. Pour l'accompagner, et qui est un ami de la masse, un peu de riz blanc, du bouillon d'os. Ça, c'est pour la fin du repas, je me ferai un thé glacé. Et là, un peu le clou du spectacle, donc, le bon yaourt grec de chez Olympus avec sel, poivre, huile d'olive, ail pressé. Je vais mélanger tout ça, ça rapporte de la fraîcheur à absolument tout. Le riz, c'est bon avec ça. Le cœur, c'est bon avec ça. Les œufs aussi, c'est vraiment ce qui te manque dans ta vie. Et ouais, juste un petit coup de sel. Et on a vraiment ce qu'on peut appeler un repas de champion. Une fois que je mange ça, peu importe, dans le reste de la journée, je peux manger un Big Mac et c'est bon. Ou une eau gazeuse. J'exagère un petit peu, mais ça, si tu contrôles bien un des repas, le reste a beaucoup moins d'importance. Je fais une petite pause dans la lecture de Victime et Bourreau, qui n'est pas un livre difficile à lire dans le sens où il n'est pas si dense que ça, c'est fluide, ça se lit facilement. C'est un peu le problème aussi, c'est que c'est un torrent de larmes ce livre, très difficile. Donc je fais une pause pour vérifier le bouillon là, qui est absolument magnifique, tu peux le voir. Grande réussite, ce bouillon d'os de bœuf. Lorsqu'il y a une petite ébullition, c'est là que je le coupe et qui va rester, en fait ça reste chaud assez longtemps avec la graisse qui est au-dessus. Et je vais pouvoir aller m'entraîner au grappling, revenir. Il sera un peu refroidi mais toujours chaud. Je le réemmène jusqu'à l'ébullition, je le recoupe. Ça fait, c'est pas vraiment pour des économies d'énergie que je fais ça. Tant mieux hein, si ça en économise. C'est pour pas trop dégrader. Faut pas imaginer une dégradation exagérée du bouillon quand il est vraiment sous grosse ébullition. Mais c'est pas nécessaire, il pourrait quand même y avoir une petite dégradation. Donc je le laisse comme ça, j'ai bien pris de l'avance, ça c'était intelligent. En fait c'est vraiment au moment où il me reste 2 jours de bouillon. Et là 2 jours ça correspond à 2 bocaux parce que avec la lutte j'en consomme beaucoup. Enfin j'en consomme tout un bocal. Et du bouillon assez dense. Je sens vraiment que ça me fait du bien. Et là en principe, dès que je l'aurai terminé, je peux directement réutiliser le bocal que je viens de vider avec du bouillon tout chaud. Et c'est reparti, il me suffira de repasser à Carrefour maintenant que je sais qu'il faut demander, tout simplement. Il faut demander à la dame, la professionnelle de la boucherie, s'ils ont des os. Et elle va me ressortir un sac de 6 kilos comme ça, sans doute. Bon, le texte, honnêtement, est extrêmement dur. Il est proche de la mort. Là, il est tôt aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à m'exprimer, mais ça te met dans
un état assez particulier. C'est pour ça que je voulais le faire d'une traite et pas, comment dire, que ce soit dans la lecture de ce livre ou dans la réalisation de la vidéo. J'ai pas envie que ça traîne plus d'une semaine et d'avoir cette pensée-là. Ça veut pas dire être amnésique après, ça veut dire célébrer la vie d'autant plus et la protéger à tout prix. D'autant qu'il n'y a pas que le livre, en fait, il y a tout ce qu'il y a autour, notamment l'interview de Joseph Saadé en 1989 chez Bernard Pivot, qui va être une structure pour la vidéo, parce que ça va même être un petit peu mon point de départ. C'est vraiment intéressant ce qui se passe sur ce plateau. Et à côté, j'ai pas envie que ce soit fouillé, mais j'ai quand même beaucoup d'archives, et aussi un film qui traite de Sabra et Shatila, qui fait partie du sujet, en fait, qui est un des massacres qu'il y a eu au Liban, mais qu'il traite d'un œil extérieur et je trouve assez peu empathique envers les Libanais. Il est d'un point de vue israélien, le film en fait est une déclaration et de l'empathie pour les Palestiniens, ce que je comprends évidemment parce qu'ils sont la cible de ce massacre. Par contre, il n'y a aucune empathie, voire même une charge mise sur les Libanais comme si c'était des bêtes sanguinaires et que ce qu'ils ont fait était tout à fait incompréhensible. C'est tout l'intérêt de cette vidéo, c'est aussi pour ça que j'ai envie de m'en débarrasser quelque part. Là, je pars m'entraîner, je vais prendre un taxi jusqu'à la salle, mais juste avant, les petits plaisirs du quotidien. Une grande bouteille d'eau de Bakouriani. Bakouriani est une très bonne eau géorgienne, c'est du Evian-tiers, je dirais. Et vraiment, avoir ça, faire de l'eau, c'est bon, mais de l'eau après l'entraînement. La cote de l'eau grimpe énormément au fur et à mesure que l'entraînement avance. Très bel opéra, l'opéra de Tbilissi juste devant. Évidemment, je précise pas mes bouteilles en plastique, voilà, pour compléter les apports en microplastique de la journée, puisque ma cuisine en est totalement dépourvue. Donc, mon protège d'eau en plastique compense avec une petite bouteille d'eau en plastique, c'est important. Et également musique italienne dans les oreilles pour élever l'âme, avec du plastique aussi. J'ai entendu que la canicule revenait en France, donc on reste sur les basiques. Je t'avais déjà recommandé, je le fais chaque été ça. Une source de fraîcheur quelque part, tu prends un pot de yaourt grec là, comme ça, tu mets de l'eau froide, au congèle, très gros glaçon, ça rafraîchit dans plein de situations. Là je le fais au-dessus de l'évier comme ça pour me réveiller un petit peu, parce qu'il est tôt. Mais c'est aussi pratique sous la douche, si tu veux la refroidir. Ce pot-là, tu laisses tomber l'eau dedans, ça fait de l'eau très très froide, tu te le verses comme ça dessus. C'est peut-être pas l'idéal niveau plastique, mais est-ce qu'on est parano à ce point-là? Pas forcément. Juste c'est vrai que quand il vient d'être fait, et du coup qu'il colle aux parois, je le rince un petit peu avant. Je laisse couler l'eau dessus, histoire que s'il y a des résidus de plastique à la glace, je me les étale pas directement sur le visage. Mais c'est quand même vachement pratique d'avoir ces formes-là. Peut-être ça pourrait peut-être être mieux avec de l'acier éventuellement, mais bon, je peux encore trouver ça. Et pour un réveil, c'est super, encore plus avec les températures qu'il y a actuellement. Ça, c'est pareil, le thé, au lieu de le boire chaud, tu le laisses refroidir, tu le mets avec quelques glaçons, tu le sucres avant évidemment pour que ça ressemble le plus possible à un iced tea, tu te régales. Là il y a une partie de mon corps qui croit vraiment que je vais mourir, donc il est
il envoie de la dopamine juste après, il est très content vraiment de vivre. Et ça fait réfléchir. Je vais retourner à ma lecture parce que j'ai bien avancé dans le livre en plus. Et au moins je vais pas m'endormir. Je vais commander quelques vêtements que je te présenterai tout à l'heure et je vais les chercher directement au magasin en fait qui est dans Sabertalo. Et Sabertalo, c'est un quartier que je trouve intéressant parce que c'est les communistes qui l'ont construit. Donc c'est toujours marrant à voir l'espèce de bloc comme ça, il est immense et il a même une architecture très particulière, notamment sur les montagnes. C'est ça que j'aimerais bien voir. Ça tombe bien parce que j'ai un ami ukrainien qui habite ici. Et donc j'en profite pour le voir. C'est un quartier qui est assez développé, qui est presque fashion. D'ailleurs l'ami qui vit ici l'a vraiment choisi pour ça. Il pouvait vivre dans le centre, dans le centre historique que j'ai choisi. Mais il aimait bien les infrastructures ici, le fait que tout soit accessible. J'en ai donc profité pour qu'on marche un peu dans ce quartier auquel je suis pas habitué et qui pourtant est très agréable pour se balader notamment parce que il est plat, il y a de la place pour marcher, il y a des grandes avenues. C'est un quartier de communistes, quoi. Et pourtant, son prolongement, lui, c'est vraiment les résidences modernes, plutôt issues du capitalisme et qui attirent pas mal. En fait, c'est comme une sorte de quartier d'affaires, on va dire. Et d'ailleurs, c'est là que j'allais chercher les vêtements. C'est à la pointe de ce quartier qui est entièrement neuve. Cependant, Tbilissi est une ville qui est vallonnée. Et juste de l'autre côté de ce quartier, tout neuf, il y avait des très vieux bâtiments qui m'intéressaient. Alors c'est des bâtiments qui sont assez insolites, et tu connais mon goût pour le brutalisme, je pouvais pas passer à côté de ça, d'autant qu'il y avait une très belle peinture murale sur le côté de ce bâtiment. Je voulais voir ça de plus près, parce qu'en plus ça s'appelle une résidence universitaire, mais je voyais bien aux images que c'était pas des étudiants qui étaient là-dedans. Mais c'est le genre de bâtiment sur lequel il y a assez peu d'informations, donc on y est allé, lui ça lui disait aussi. C'est ça l'avantage aussi de pouvoir faire des balades entre mecs comme ça. C'est pas ma copine que je vais ramener voir ce genre de bâtiment, d'autant que ils sont mal en point. Disons que ça fait pas rêver. Par contre, c'est assez intéressant et justement la vie qu'il y a dans ce bâtiment et sa raison d'être aujourd'hui est liée à la peinture murale. Pour être honnête, j'ai hésité à faire une vidéo exclusivement là-dessus et pas juste le mettre dans un vlog, sans doute que je ferai une vidéo plus approfondie avec de plus belles images. Là, simplement, je m'y suis refusé parce que je voulais pas me disperser. J'étais déjà sur ce projet sur le Liban qui est censé me prendre la tête. Et il faut pas que deux, entre guillemets, gros projets, parce que ce que je fais là, c'est de la documentation, c'est plus léger, ça me demande pas de réfléchir et méditer dessus quand je suis dans la douche. Enfin, je veux dire, à plein de moments, j'avais pas envie de me disperser, donc je pense que je ferai les choses bien, une belle vidéo sur ce bâtiment, qui, comme tu peux le voir, est assez particulier. C'est une base d'architecture brutaliste. C'était effectivement pour les étudiants, et on le comprend quand on voit les petits balcons, et le fait que, vu le nombre de balcons et leur rapprochement, en fait, ce sont que des petits appartements. Simplement, ce sont plus des étudiants là-dedans, mais des réfugiés. C'est une sorte de camp de réfugiés à la verticale, et pas des réfugiés d'un autre pays, mais des réfugiés de Géorgie. Ce sont des Géorgiens qui viennent des régions qui ont pris leur indépendance dans les années 90-2000. Là, je suis pas très précis sur la chronologie, mais pour ce camp de réfugiés particulièrement, ça concerne des Abkhazes, essentiellement. En tout cas, des Géorgiens qui vivaient en Abkhazie. Et pendant la création, on va dire, de l'état actuel de Géorgie assez tumultueux, il y a eu des petites guerres civiles, il y a eu des complications avec d'autres peuples, même si la Géorgie est un petit pays avec un peuple pas extrêmement nombreux. Au sein de ce pays, il y a d'autres communautés, notamment des communautés dans certaines régions, comme les Abkhazes. Il se trouve que les Abkhazes ont demandé leur indépendance et que ça a été soutenu, puisqu'ils demandaient leur indépendance de la Géorgie, étant inclus dans la Géorgie. Et évidemment, ça a été soutenu par la Russie, qui voyait une opportunité d'étendre si ce n'est son territoire, parce qu'officiellement c'est l'Abkhazie et pas la Russie, au moins son indépendance. En soutenant cette indépendance, d'abord, dans la première vague, ça a été des peuples. Il y a eu des Cosaques et pas mal de Tchétchènes qui sont allés défendre aussi l'Abkhazie contre son unification avec la Géorgie. Et il y a même
au moins des Abkhazes, si ce ne sont des Géorgiens qui se sont battus, pour certains aussi, contre la Géorgie, sans pour autant penser que qu'ils allaient finir sous tutelle russe. Et donc les gens qui actuellement vivent dans ces bâtiments, ce sont des Géorgiens d'Abkhazie qui ont fui l'indépendance de leur région, la guerre notamment, et le changement de pouvoir. D'où la présence de la peinture murale, l'Abkhazie, c'est la Géorgie, qui est une très belle peinture d'ailleurs, avec un cavalier géorgien et des symboles de l'Abkhazie. Et j'ai compris ça plus tard en faisant des recherches un petit peu plus approfondies. Il y a très peu d'archives, mais j'en ai trouvé quand même quelques-unes dont je me servirai sûrement si je fais un gros projet vidéo dessus. L'idée, ce serait pas vraiment sur l'Abkhazie, parce que j'irai pas là-bas. Par contre, dans la série sur le brutalisme et l'urbanisme, on peut le dire ça aussi. Cette série de vidéos que j'ai faite sur Barbares civilisés, c'est pas impossible que ça sorte d'ici peu. Pour le moment, je te laisse avec ces images-là. C'était sympathique comme endroit. En fait, c'est extrêmement vivant. Alors, je dis pas que c'est les meilleures conditions, mais il y a une règle, d'une manière générale, peu importe la gueule des bâtiments, tant qu'il y a des Géorgiens, il y a une ambiance géorgienne. Donc, il y avait plein de monde en bas, les tontons étaient en train de discuter entre eux sur des bancs. Il y a aussi, ils sont pas, même si les bâtiments ont l'air comme ça laissés à l'abandon, autour, il y a des équipements qui sont assez neufs. Il y avait une petite salle de musculation en plein air, il y a des jeux aussi, tout neufs, avec des bancs et tout ce qu'il faut. En tout cas, pour avoir une vie sociale, et ça fait comme une sorte de petit village, comme ça, dans les montagnes, qui est assez sympathique. Il y a aussi un chien qui, j'avais l'impression au début, défendait les bâtiments, peut-être contre nous. En tout cas, il me fixait. Et quand on marchait avec mon ami autour, il nous suivait. Il nous suivait pas derrière, mais il se mettait toujours devant le bâtiment, face à nous. Et comme tu le vois, c'est pas chien méchant. En fait, c'est chien joueur. Il avait très envie de jouer. Et quand il a compris qu'on était en train de partir, il nous a sauté dessus, ce qui voulait qu'on lui envoie n'importe quoi, qu'on lui donne un petit peu d'attention. Mais voilà pour ces images, j'espère qu'elles t'ont plu. Moi, en tout cas, ça m'a impressionné. J'espère que ces gens pourront petit à petit se reloger. Le maire fait énormément aussi d'actions de rénovation pour des gens qui sont dans des logements insalubres. Quand je dis le maire, c'est toute la ville, mais il se met en scène le classique du maire de Tbilissi, qui est un ancien joueur de foot, je crois, à Milan, quelque chose comme ça. Un peu comme le président actuel d'ailleurs. Mais le classique, c'est des vidéos courtes sur Instagram avec une playlist de musique, un enchaînement que je n'aurais pas osé personnellement, hein, du Vivaldi, puis du Eminem. Et très souvent, il va voir les tatas géorgiennes avec d'énormes bouquets. Voilà, c'est classe. Il faut le dire, c'est classe. Et il leur annonce à ce moment-là qu'elles ont un logement tout neuf. Je rigole évidemment, c'est pas que ça, il y a plein de projets, la ville évolue vraiment dans le bon sens, mais je trouve ça drôle, c'est pas la première fois que je vois ce pattern, c'est très élégant d'ailleurs d'emmener des fleurs à des dames âgées comme ça, et surtout pour les reloger. Je vois que l'argent des impôts, même s'il n'est pas abondamment prélevé, est plutôt bien redistribué. En tout cas, je suis assez satisfait de l'évolution de la ville, et ces coins-là seront pas laissés à l'abandon longtemps. Même, d'ailleurs, je te le dis, d'ailleurs, à part les bâtiments qui sont vétustes, il y a les parcs qui se développent toujours, et puis l'entretien aussi de ces cabines téléphériques absolument géniales, qui sont là vraiment pour rejoindre ces grands bâtiments. Et l'université qui est à côté, puisque si c'était les logements universitaires, l'idée c'est que ils avaient l'université accessible à pied. Mais tu passes entre ces deux collines, c'est vraiment très beau, la nature de toute façon autour de Tbilissi, je trouve, est magnifique. Et c'est le prix d'un ticket de bus. Ouais, une vie qui a l'air assez particulière là-bas, et ça m'intéresserait de parler à ces gens. C'est même un statut, le statut de réfugié dans son propre pays. C'est intéressant, peut-être que en tant que Français, ça pourrait nous servir. Ce chat passe sa vie sans une once de cortisol, tout le monde est sympa avec lui. On peut l'enjamber, tu mets ton pied très près, à aucun moment il se dit que tu vas l'écraser, ce qui est rare. Surtout pour un chat d'extérieur comme ça. C'est l'été, évidemment, il y a les meilleurs fruits possibles, je vais te le présenter mieux que sous du plastique. Mais cerises, fraises qui sont à la fois très peu chères, je me souviens plus combien c'est en France, ici c'est quelque chose comme 3 € le kilo, quelque chose comme ça. Mais des fruits exceptionnels. Je parle de ça chez le primeur, je peux pas aller chercher les moins chers, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais les pêches aussi,
Tous ces fruits en ce moment ont un goût, mais ça n'a aucun sens d'acheter ça frais, en tout cas, de l'acheter hors saison. Déjà c'est beaucoup plus cher hors saison, mais surtout en fait la différence de qualité est folle. Et surtout avec la chaleur, alors j'ai vu que c'était pire en France, que ça montait autour des 40 degrés, on n'a pas eu ça ici, mais il fait chaud quand même. Et pour s'hydrater en fait, il y a quasiment rien de mieux. Boire de l'eau c'est très bien, et je le fais là avec ma très grosse bouteille de 3 litres. Boire de l'eau c'est bien pour s'hydrater, c'est évident, mais ça passe aussi par l'alimentation. Et surtout quand on a une alimentation qui est un peu sèche, qui sont pas des plats en sauce ou des choses comme ça va nous faire d'autant plus boire d'eau, et pour autant on peut quand même être déshydraté. C'est quand même assez idéal quand la nourriture en elle-même nous hydrate, qu'on boit en plus, mais que déjà dans ce qu'on mange, il y a assez d'eau. C'est connu, c'est le cas dans les fruits, et c'est le cas dans la viande, c'est le cas dès qu'on fait justement un plat en sauce, ou encore mieux en bouillon. Les bouillons, c'est pareil, ça hydrate vachement. Il y a les électrolytes et autres éléments nécessaires à garder cette eau-là dans le corps. Et naturellement, on a envie de tout ça. Là, les fruits, je vais les dégommer, j'y vais tous les jours quasiment. Bon, j'ai enchaîné ces fruits avec du thé, ce qui est pas mal du tout pour l'hydratation. Pas tant le thé en lui-même, c'est connu, c'est pas l'idéal, mais ça change pas grand-chose. Ça, c'est plus pour l'énergie qu'il va me falloir pour la séance de tout de suite. Mais les fruits, c'est pas mal. Hydratation, énergie aussi, parce qu'il n'y a pas tant en termes de digestion, ça va. Je veux dire, ça pèse absolument pas. En fait, tu me connais, la plupart de mes repas pèsent pas non plus, mais les fruits particulièrement, c'est de l'énergie directement à avoir pour donc la séance traction. Pourquoi est-ce que j'ai ressorti les anneaux pour la séance traction? Et ben pour une raison particulière, généralement je les utilise pas, d'autant que tu vois, il y a un petit système là que j'ai mis en place avec tout mon gros matériel de salle de sport. Ça y est, j'ai la salle de sport à la maison et je fais des combinaisons. C'est-à-dire que j'ai du super matériel, je l'utilise et je fais il y a des crossovers comme ça, comme par exemple les anneaux et les élastiques. Ça, c'est pour atteindre un objectif dont je suis loin. Je te le dis, ce que j'ai essayé juste avant, c'est le muscle-up aux anneaux, comme ça. En plus, vu qu'ils sont assez bas, je suis à moitié assis, c'est pas idéal. Et l'idée, c'est de faire comme ça fait comme une espèce de balançoire. Tu cales ça sous les fesses pour t'aider, pour te soulever. Donc je fais des espèces de tractions explosives aux anneaux, qui sont pas beaucoup plus intéressantes que ce que je ferais sans l'élastique, j'ai l'impression. Je devrais atteindre le muscle-up sans trop de problèmes. En tout cas, avec les élastiques. Après, évidemment, on enlève. Là, c'est le plus faible, c'était une galère avec celui qui avait le plus de force. Mais l'échauffement, je vais me le faire aux anneaux. Ça va être pas mal, c'est mon poids, même un peu moins de mon poids, si je me mets sur l'élastique. Puis là, il est installé, donc autant se faire l'échauffement là-dessus. Et par contre, on va aller chercher une certaine intensité avec cette séance de traction. C'est dans les séances de musculation celle qui est la plus dure, on le sait. Le dos, c'est infernal. Il y a les jambes aussi. Pour le moment, je ne l'ai pas encore documenté, mais je progresse là-dessus. Et mon corps progresse aussi à arrêter de me rendre handicapé pendant 3 jours après la séance jambes. Donc ça, c'est cool. Et d'une manière générale, je le vois, elles sont plus fortes en fait. Que ce soit au début, c'était parce que je montais beaucoup de côtes. Et j'avais pas tant vu l'hypertrophie. Par contre, c'est sûr que j'avais plus de force et une meilleure récupération. Et là, là, avec les séances, ça va de mieux en mieux, donc c'est cool. Et les tractions, autant c'est pas là que je suis le plus faible, autant ça reste toujours très difficile. Et des super résultats en plus qui sont encourageants dans le grappling. C'est ce qu'on me dit souvent, qu'en termes de force, de mobilité et d'explosivité, il n'y a pas de problème. Je leur mets pas la misère avec ces points-là, évidemment. Je bosse, comme d'habitude, la technique à l'entraînement. Et la technique progresse un petit peu, mais là, je crois que j'ai téléchargé des vidéos déjà et j'achèterai peut-être des cours s'il le faut, histoire d'apprendre ça à la maison. Ce sera peut-être dans les prochains vlogs, c'est pas impossible, mais j'ai une vision de plus en plus claire. Je le dis à chaque fois en fait, mais parce que elle s'affine vraiment, mes biais de confirmation se renforcent sur l'alliance de cette espèce. Alors c'est pas de la gymnastique non plus, franchement les gymnastes sont des monstres, ils ont une espèce d'explosivité, c'est très aérien, tout ça, on est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle la calisthénie,
le street lifting, ce genre de choses. Disons que je fais avec ce que j'ai, ce que je sais faire, et parce que j'ai un peu des objectifs, pas de grosse hypertrophie, mais en tout cas de développement musculaire, développement nerveux, tendineux. J'aurai tout le temps de parler pendant les temps de pause, donc on va commencer tout ça avec cet exercice là, très approximatif, avec l'élastique. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air tout à fait ridicule. Là, j'en profite justement pour filmer. Je vais pouvoir voir ce que ça donne un petit peu. Par contre, ça a l'air pas mal pour commencer avec le même mouvement et des charges assez faibles. Surtout que ça va bien monter après. J'ai du super matériel pour que cette séance soit légendaire. Voilà. Bon, c'est ce qui me semblait, c'est vraiment pas concluant. Par contre, je suis chaud. J'ai allumé la cuisine sans faire exprès. Mais non, ça m'a bien chauffé. En termes de posture, j'y suis pas. Et c'est pas, il me semble, du fait qu'il est élastique, qui part de là et qui soit sous mes fesses. Bon, il y a une question d'anatomie qui fait que j'ai pas l'impression d'être dans la bonne posture pour réussir un muscle up. C'est pas vraiment l'objectif de cette séance, c'est l'objectif sur le plus long terme. J'ai d'autres moyens de m'échauffer, notamment la poigne. Ça, c'est intéressant. J'espère juste que ça va tenir. Tu vas comprendre pourquoi. Ceci, c'est cette vieille serviette à laquelle je tiens un peu quand même, qui me sert bien niveau sport, notamment là pour le grappling à cause de la transpiration. Bon, elle sera toujours utilisable comme ça. L'idéal ce serait qu'elle reste en un morceau. Et je vais pas forcer dans tous les cas si elle commence à craquer. Et je vais la lâcher, c'est ce qui peut arriver. On va donc enchaîner sur des tractions avec la serviette. Alors c'est pas si dur que ça, en tout cas pas autant que ça en a l'air, je trouve. Et ça va plutôt profiter aux gens qui font jiu-jitsu brésilien avec le gi, je veux dire. En tout cas qui se battent avec le kimono. De la préhension avec le kimono. C'est ça que ça améliore vraiment. Alors ça améliore aussi ta préhension tout court. Là où c'est pas si compliqué que ça en fait pour beaucoup de personnes, moi c'est le cas aussi quand je fais des tractions, j'ai souvent les mains assez moites, c'est normal, on fait du sport, il fait chaud. Et la serviette éponge tout en fait, ce qui donne la facilité. Mais sinon tu sens à quel point tes mains, en fait ça chauffe au niveau des mains, c'est vraiment pas mal du tout. Si t'as une serviette vraiment solide ou à laquelle tu tiens pas trop, c'est l'idéal. Et j'en trouverai une en passant en France, je pense. Les premiers prix de Decathlon, ça doit être bien. Un truc 100% coton serait l'idéal. Ok, bon, c'est plus dur que dans mes souvenirs, ce qui est une bonne chose, ça va permettre de pouvoir bien travailler la poigne, parce que c'est vraiment ce que tu sens, toute la congestion, non seulement dans la poigne, mais aussi dans les doigts. Et on cherche, dans tous les cas, à renforcer ça. Donc bon exercice, ça fait partie du matériel en plus que tout le monde a, une serviette. Et elle résiste bien. Là j'ai l'impression qu'il y a une raison mécanique pour laquelle ça résiste pas mal en nœuds, comme ça. Peut-être que ça répartit mieux le poids si je la prends là à la base. Pour comprendre ces trucs mécaniques, vu que j'ai aucune notion dans la plupart des matières scientifiques qu'on a à l'école, j'essaye toujours d'imaginer, c'est-à-dire l'effet que je cherche à valider, j'essaye d'amplifier les facteurs. Par exemple, imaginez si j'avais une serviette beaucoup plus grande, là pour ce cas-là, et aussi plus haute, si je la prenais plus à la base ou plus bas. Bon, là, ça fonctionne pas. Mais généralement, mon cerveau arrive, grâce aux expériences, à trouver le fonctionnement physique des choses que je recherche en tout cas. Puis maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Je peux expliquer ça. C'est ce que je craignais. Bon, c'était une serviette un petit peu plus solide que celle-là, c'est l'idéal. Parce que là, du côté droit, j'ai entendu des petits craquements.
Et si tu continues, comment dire, ça s'amplifie en fait. C'est un crack, ça fait tac, tac, tac. Donc, c'est pas grave. On va... La séance reposait pas là-dessus, mais ça a bien chauffé la main là. Ah ouais, bah tu vois, ça vient de la serviette ça. Et c'était pas là avant. C'est pas grave, je trouverai plus solide. Et donc on continue avec le double lest que je vais aller chercher pour la traction. Le premier, tu l'as vu, c'est le gilet, que je vais pouvoir d'ailleurs encore amplifier là, quand je vais passer en août en principe. C'est des poids qui sont amovibles. Je dois l'admettre, quand on est en France, Decathlon, et quand on est en Europe d'ailleurs, parce qu'ils sont dans pas mal de pays, mais ils ont une offre qui est géniale. La plupart de mon matériel vient de là, le gilet vient de là. Le deuxième lest, donc, c'est celui-ci. Alors j'ai vu qu'ils la faisaient même plus, ils en font une autre, mais je veux dire, ce modèle, ils la faisaient même plus. Je l'ai acheté il y a un moment maintenant, peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Aussi à Decathlon, et elle me dure encore jusqu'à aujourd'hui, alors que j'ai mis de la charge. Après, tu vas me dire, c'est un peu, comment dire, pour un morceau de tissu comme ça, c'est un peu cher. Et justement, c'est à ça qu'il sert, à être extrêmement solide. Et surtout, au-delà des dizaines de kilos qu'elle a soulevés, puisque je mettais les poids de chantier dessus quand je m'entraînais à l'extérieur à Paris, au-delà de ça, ça m'a permis de faire une anse aussi pour un sac, tu sais, une espèce de gros sac de sport. J'avais toujours voyagé avec ça. Pour un sac de sport, c'est assez gros. Pour un sac de transport, c'est pas grand-chose. Et j'avais pété la anse déjà, parce que je l'avais trop chargé. C'était une fois où on était remonté à Paris avec des statues de l'atelier, donc j'avais pété la anse. Et celle-ci, elle m'a jamais fait défaut. Ça se transforme en anse en fait. Il y a un petit mousqueton ici, tu le mets au bout, et ce qui fait que même quand je suis allé en Argentine, j'avais ma ceinture de lest avec moi. Bon, après, il me manquait juste la chaîne, en fait, que j'avais pas mise sur mon sac. Mais il se trouve que j'avais une chaîne aussi pour le harnais de tête. Encore une fois, pas aujourd'hui la séance cou, mais c'est à ça que ça va servir. Et le harnais de tête, en fait, a une chaîne qui était suffisamment solide, en tout cas là, pour ça, puisque ça me permet de me lester avec ça. Avec actuellement 12 kilos. Donc en tout, ça fait 22. Je me leste à 22 kg et c'est pas mal parce que ça va être la limite de la barre avec laquelle j'ai pas trop envie de jouer. Où ils me disent la limite c'est 100 kg. Là déjà je fais plus, je suis plus proche des 110 avec tout ça. Mais ce qui est déjà plutôt cool et suffisant pour me développer physiquement. De toute façon l'idée c'est de jamais lâcher les tractions à vide au poids du corps. Dans tous les cas c'est ça, l'objectif ultime c'est d'être le meilleur à ça. Donc c'est pas si utile que ça que d'aller chercher les plus... Je le faisais quand j'étais plus jeune, justement, pour des questions de chiffres, un peu d'ego. C'était cool, hein. Je veux dire, c'était pas de la maladie mentale, c'était juste un peu d'ego pour aller chercher les chiffres les plus hauts possibles. Là, c'est plus trop ce que je cherche. Mon système nerveux, c'est pas exactement ce que j'ai envie de communiquer et j'ai plus envie d'orienter tout ça autour du combat. Mais du coup, dis-toi que si tu fais 100 kilos, t'as déjà les lestes. Évidemment, c'est relatif, on pourrait dire ça à partir de n'importe quel poids, mais particulièrement pour les mecs qui font 100 kilos et plus, même moins, c'est difficile les tractions. Dans tous les cas, c'est un exercice difficile les tractions, et ce sera pas la même chose pour un mec de 60 ou 100 kilos. Et donc, le fait de te dire, ouais, ok, c'est difficile, mais au lieu d'être découragé par le fait que ce soit difficile, dis-toi que je suis bon en traction, et pour autant, les tractions à 100 kilos, c'est difficile aussi. Ça, je trouve ça encourageant, le fait de savoir que c'est dur et c'est normal. Et c'est pas pour ça qu'il faut se décourager ou ne pas le faire. On va faire la série de travail directement. Méthode un petit peu bourrine, mais en même temps ça va, j'ai eu de quoi là m'échauffer avec les petites séries. D'habitude même quand je te disais je mettais des gros poids, je commençais directement avec les poids les plus hauts. L'idée étant de choquer le système nerveux et que tout le reste paraisse plus simple après. Très fin coach je suis. Non, ouais, j'étais plus malin et adapté quand il s'agissait de mes amis. Mais ouais, c'est en même temps comme ça aussi que je me suis bien développé. Et que je me suis pas blessé. Tu te blesses quasiment pas en musculation. Je touche du bois pour que ça continue. Je crois même pas à ces choses-là, je sais pas pourquoi je le fais. Un autre accessoire d'ailleurs que j'ai oublié pour cette série, mais qui peut être bien pratique, qui va l'être pour les prochaines, la magnésie.
Broadway en fait une très bien, donc je trouve l'identité visuelle cool en plus. Donc si tu as envie de te faire une commande, n'hésite pas, tu as un lien en description pour ce qui est de mes partenaires, dont Broadway, et tu as des super produits comme celui-ci, le zinc. D'une manière générale, les compléments chez Broadway sont très bien, donc si tu sais ce qu'il te faut, c'est idéal. Tu vas sur le site et tu connais déjà les compléments que tu préfères. Moi je vais te donner ceux-là, parce qu'au-delà de la magnésie, ça c'est un petit peu accessoire, le collagène, extraordinaire. Vraiment, je suis impatient de repasser en France pour en récupérer. Leur protéine est très bonne aussi, mais j'ai moins l'occasion d'en consommer ici. Juste, c'est vraiment une très bonne qualité, au point même que c'est le produit sur lequel ils font le moins de marge, parce que la priorité c'était d'avoir une des meilleures. Sinon, ce que je consomme sur une base régulière, c'est ça, c'est zinc, magnésium, pour la meilleure récupération possible. Collagène, pareil, notamment pour ce qu'on fait là. C'est pas mal du tout d'avoir du collagène après, c'est pratique surtout, parce que là, vu qu'il m'en reste pas beaucoup, je suis un petit peu économe dessus, et je mise plutôt sur le bouillon, où j'ai jamais de ralentissement, même là après, je vais m'en faire un petit bol. Et sinon, ouais, vois ce qui te plaît chez eux. Le multivitamine est bien aussi. Tout ça avec cette identité visuelle que je trouve cool, en attendant d'être partenaire avec Decathlon, que je te conseille évidemment aussi pour tout ça. Pouvoir avoir ce matériel à la maison, c'est génial. Les anneaux sont pas de chez eux. Il y a la barre, la kettlebell, le gilet, les élastiques aussi. Les anneaux sont des simples Temu. C'est ce qu'on peut se faire livrer ici de plus simple. Et ouais, c'est des trucs faits en Chine, mais bon. Il y en a beaucoup, des choses faites en Chine. J'avais pas tellement d'alternatives. On enchaîne sur une série, et cette fois, je m'aide un petit peu. En tout cas au niveau de la poigne. Bon, elles sont dures, hein. C'est un exercice qui est difficile. Tant qu'on est dans les recommandations de produits, Borjomi, si tu tombes sur je ne sais quelle sombre épicerie des pays de l'Est, en France, ils vendent parfois ça. L'idéal, évidemment, c'est que tu passes directement ici et que tu fasses un séjour sous Rincali, pur Borjomi, à boire que ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, faut éviter de boire que ça. mais ouais, excellent eau. Pour l'hydratation, elle est cool. Je vais faire une troisième série lourde comme ça, avec laquelle je vais essayer d'aller jusqu'à l'échec. Et si je l'atteins, ce sera suffisant. En tout cas, ce sera suffisant. Après, je vais faire des tractions à vide, quelques tractions comme ça, juste au poids du corps. Et puis enchaîner, là, ce sera parfait sur un bon bouillon en collation et un bon yaourt grec aussi, pour les protéines. Mais ouais, ce que je disais par rapport au parc, c'est que même si là, je m'entraîne pas mal à la maison, et j'ai du matériel qui est cool pour progresser, le but c'est toujours de pouvoir, où que je sois, pouvoir faire une séance. Dans toutes les villes, t'as ça, même parfois dans les villages. Parfois tu peux t'arranger avec du mobilier aussi. Bon, ça c'est un autre cas, mais j'y pense par rapport aux anneaux. Sache que si t'as pas deux murs comme ça qui sont rapprochés pour faire une barre de traction, il est possible que tu aies des poutres apparentes. Quand il y a les poutres apparentes et que, alors pas juste qu'elles soient apparentes, qu'elles soient totalement apparentes dans leur entièreté, que tu puisses faire passer les sangles par-dessus. Ça te permet d'avoir des anneaux à la maison. C'est franchement pas mal. Pour le coup, j'ai jamais eu ça, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Et pareil sur les arbres aussi. Parfois, tu as une branche comme ça qui est parallèle au sol. Et là, tu peux envoyer tes œufs sangles, même si elles sont pas à la même hauteur, ça se règle pour que les anneaux tombent à la même hauteur. Et puis à partir de là, tu peux tout faire. Tu galères au début, comme là, je suis en train de galérer avec les anneaux. Mais avec un budget de, 20 € à peu près, ça m'a coûté peut-être même moins les anneaux. Tu peux développer une force de gymnaste, quoi. Allez, dernière série vraiment lourde, et on enchaîne avec les anneaux. Je remarque quand même à quel point, là, l'échec, je l'ai pas vraiment atteint. En tout cas, c'était pas l'échec. C'était mon cerveau juste qui me dit d'arrêter. Et dans le combat, il dit jamais ça. Il n'y a jamais un moment où le cerveau il te dit d'arrêter, c'est ça qui est hyper amusant. Justement, parce que t'es un peu dans le jeu, il y a une force contre toi, c'est pas
tout raconte toi-même. La musculation, il y a cette difficulté-là aussi. On pourrait appeler ça justement le fait que ce soit pas une difficulté, parce que dans les autres sports où tu te confrontes, pas que le combat d'ailleurs, mais dès que tu vas te confronter, ça pourrait être le cas même en tennis, en foot, tu as une résistance en face qui te pousse à pas trop lâcher, et en ça c'est plus difficile. Mais une fois que tu as passé les portes du club, c'est normal d'aller jusqu'à cette difficulté-là, alors que tout seul, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes trouvent la musculation un sport chiant. Moi j'aimais bien qu'on me foute la paix, c'est pour ça que la musculation ça m'a quand même permis de trouver un sport que je pouvais faire à n'importe quelle heure, qui était moi avec moi-même. J'aimais bien écouter de la musique en plus quand j'étais jeune, qui te développe physiquement. T'as quand même le ROI de la musculation est quand même intéressant. Parce que même si c'est un peu une réflexion de beauf de se dire ah bah il est musclé, ça doit être un sportif, ou l'inverse, il est pas musclé, le mec est pas sportif, alors qu'il y a un tas de sports que tu peux faire qui te rendent pas musclé. Le fait de l'être, voilà, le retour sur investissement, il est là quand même. Socialement, tu te présentes différemment. Tes vêtements te taillent différemment. On ne s'adresse pas à toi de la même manière parce que le résultat est très simple. Mais voilà, t'as la majeure partie de la difficulté, c'est juste te motiver toi-même. Pour ça, je pense qu'il y a une pertinence et beaucoup de jeunes en musculation, jeunes ou pas d'ailleurs, mais de gens qui se mettent à la musculation, prennent un coach. Je comprends l'idée. Bon, en dehors de la position assise, qui pour faire des tractions, n'est pas la meilleure, la prise, elle est pas mal. Elle est pas stable, ça c'est le mauvais côté. Par contre, elle est adaptée à l'angle qui est le plus confortable pour toi. Bon, c'est plutôt une bonne séance parce que 25 là, sur la dernière, c'est pas loin d'être mon maximum. Je pense que je pourrais monter à 30 si ma vie en dépendait. Peut-être si ma vie en dépendait vraiment, peut-être plus. À 25, je galère suffisamment pour que je progresse sur la prochaine. Il me semble la dernière fois que j'étais allé pas loin de 30. Je crois que j'avais fait 25 comme ça et enchaîné avec 5 après quelques secondes de repos. Parce qu'en fait, quand tu relâches, évidemment, t'as encore du jus. Ça compte pas comme une série de 30. C'est un bon objectif, faire 30 sans que ce soit une perf exceptionnelle. Mais là, pour aujourd'hui, ça devrait être une bonne séance. D'autant qu'il y a open mat demain et que c'est la première fois que j'y vais en fait. Et la plupart des débutants qui sont avec moi m'ont dit que c'était un peu con de le faire. Parce que juste tu te fais rouler dessus par des mecs plus chauds. C'est en fait avec tout niveau, évidemment il n'y a pas de catégorie de poids ou quoi. Donc ouais, je vais essayer pour l'expérience. Et parce que j'arrive aussi au bout de mon abonnement, c'est par mois. Et je pensais prendre quelques jours de repos avant de relancer un mois et donc d'y aller sur une base régulière. En tout cas, s'il y a bien une chose que ce mois-ci m'a appris, c'est que c'est pas sorcier en fait comme entraînement. C'est des entraînements évidemment qui sont durs physiquement, mais dont je suis capable et simplement, je te le dis parce qu'il y a pas mal de trucs auxquels on réfléchit comme ça, ou notamment pour une activité qui est un peu excitante ou que tu as envie de faire, tu vas y aller comme un bourrin. C'est un peu ce que j'avais fait et je m'étais chopé en Argentine une infection à la barbe qui m'avait rendu parano sur l'hygiène. Alors évidemment oui, il y avait le problème de l'hygiène des tatamis et ils faisaient comme ils pouvaient en fait, mais on était plein. On était plein, le sol glissait dessus et tout, c'était un enfer. Là où je suis, c'est beaucoup plus clean, mais surtout, si j'avais eu cette infection, peut-être que je m'étais pas assez savonné la barbe. Mais c'est aussi parce que je m'étais mis KO à vouloir en faire quasiment tous les jours, d'un coup. En fait, je sais pas quoi, peut-être 5 fois par semaine, ça doit pouvoir se faire, mais progressivement. Là, je sens plus les lendemains de lutte, je sens à peine. J'ai des marques physiques de la lutte, mais pas de grosses courbatures. Et en fait, c'était juste ça, fallait y aller progressivement. Alors évidemment, je fais gaffe à tout ce dont je t'ai parlé autour, c'est-à-dire le repos du système nerveux, bien dormir, bien m'alimenter,
Bien m'hydrater, bien m'échauffer, évidemment, avant chaque entraînement. Faire de la mobilité. Le lendemain, c'est toujours utile de retrouver un peu, notamment la mobilité de son cou. Mais je vais sans doute pouvoir accélérer le rythme sans que ça pose problème et normalement sans que ça entrave non plus l'hypertrophie. C'est aussi un peu ce qu'on cherche et l'hypertrophie de tissu utile. Alors, je parle d'hypertrophie, je suis en train d'en perdre du tissu. Mais non, je me suis rendu compte que tous les mecs contre qui c'était vraiment difficile de se battre, ils étaient plus lourds que moi, nés. Et donc je m'étais dit, putain, les gros, c'est un enfer. Cependant, je pense qu'un gros, ça arrive. Il y a des mecs, c'est arbitraire, gros. Hein. T'as compris que j'étais pas le plus politiquement correct qui soit, mais un gros qui fait mon poids, il y a des gros à 85 kilos. Quand ils sont, je sais pas quoi, plus petits ou peut-être beaucoup moins musclés et que c'est que de la graisse, eh ben, ce sera pas plus compliqué. Et c'est juste que généralement, ils font pas mon poids. En tout cas, les mecs dont je me souviens, c'est toujours du 20 kilos de plus que moi. Je vais me faire une dernière série de 10 avec une bonne exécution. Et on va finir... voilà, enfin, 10, c'est facile. Mais c'est pour ça que je mets l'accent sur l'exécution parfaite et pas sur la performance. Et on va finir par se suspendre. Ce que je fais quasiment tous les jours maintenant que j'ai la barre. Donc ça, c'est vraiment cool comme exercice. Et pareil avec les anneaux. Tu m'as vu juste avant l'église, ça me fait même pas transpirer. Juste de temps en temps, je vais trembler un peu dessus, histoire de trembler un peu moins dessus. Et oui, j'avais dit que je prendrais des mesures à partir du dernier vlog, histoire de documenter un petit peu la progression avec des chiffres. Donc je l'avais fait avec la poigne, pas avec le poids. Là je suis à 85, j'ai le ventre un peu vide, donc c'est pour ça que parfois je suis légèrement plus lourd que ça, mais dans tous les cas je tourne autour des 85. Il est possible que que ce soit une progression qui se voit pas réellement de semaine en semaine, mais on va voir si je peux faire mieux que la dernière fois en termes de poigne. On va commencer par la gauche. Voilà, ça c'est moi. Ok, personne 3. Je crois que c'est mieux. Oui, plus 10 kilos. À 56. Ou plus 1 kilo. Il me met plus 10, mais peut-être que j'avais sous-performé au dernier. Je crois que le dernier, je l'avais fait en vidéo. Bon, en tout cas, le personnage 3, c'est bien ma main gauche. On va se faire maintenant la main droite qui était à 62. Ça va pas être simple. Hop, on va se mettre ça là. Start à 0. Ah. Allez, 64. Plus 2 kilos. Je pense pas avoir fait plus 10 sur l'autre. Je devais être à 50. J'avais quasiment 10 kilos d'écart quand même entre les deux mains. Mais 64, c'est cool. C'était un petit peu l'idée dans tous les cas quand je disais que j'allais documenter la progression. L'idée, c'est pas de documenter une détérioration de ma force. Ce serait pas très intéressant. Voilà, chaque semaine, il est de moins en moins bon, de moins en moins fort, il est nul. Bon, là où la séance que je viens de faire m'a avantagé, c'est que ça m'a chauffé un petit peu la poigne. Là où ça m'a désavantagé, par contre, c'est qu'elle était déjà fatiguée, entre guillemets. J'ai l'impression d'avoir un peu plus donné de volonté aussi que la dernière fois. J'ai senti vraiment toute la force se déployer dans toute ma main. 64, c'est bien, cool. L'objectif, c'est 80 kilos. Voilà, je sais pas qui est à 80 kilos. 80 kilos par main. Ça veut dire que la droite, elle sera à plus parce que je pense pas ramener ma main gauche au même niveau que la droite. J'ai 40 ans, l'écart il est creusé. Mais on va aller chercher 80 kilos, pourquoi pas. Par contre, je suis allé chercher des vêtements que je t'ai pas présentés. Et ils sont cool, ces vêtements-là. C'est pour ça que je les ai achetés. En parlant de microplastique, j'en ai acheté dans un premier temps parce que dans le pull que j'ai acheté, il n'y a pas la composition du tissu. J'aimerais bien qu'il soit tout en coton. Et à la limite, un pull, c'est pas tellement en contact avec toi, c'est pas le pire pour avoir un truc qui soit partiellement du plastique. Est-ce que je vais pouvoir le présenter
correctement. Bon, je vais poser. Hop. Voilà, je vais poser ça là et voilà, c'est un pull à capuche avec ce motif que je trouve cool en fait. C'est un nationalisme géorgien excessif, mais comme je l'ai déjà dit, je trouve que le symbole qu'il y a sur le drapeau de la Géorgie est plus significatif pour l'identité française que le non-symbole qu'il y a sur le drapeau français. Avec le rouge pour le sang des révolutionnaires, tout ça. Intéressant la Révolution française, hein. Mais là au moins, 5 croix, c'est carré. Et ça c'est encore pire, parce que donc c'est une sorte de rash-guard que j'ai acheté, en sachant évidemment que ça allait être une matière qui n'est pas naturelle. Et c'est le jeu, justement, parce que je me suis dit qu'à la lutte, ce serait bien de pouvoir avoir ça en fait au grappling. Tout le monde à peu près a ça. Moi qui suis un mec très nature, j'ai du coton. Pas cela, mais comme je t'avais dit, des t-shirts qui collent plus à la peau en taille M. Et en bas, pareil, des shorts, cette fois en L, mais qui collent relativement. Je vais en racheter des shorts assez collés et en coton pour éviter d'avoir à porter ça. Parce qu'en fait, en l'essayant, d'un coup, j'ai eu chaud. Enfin, ma peau est pas habituée à ça. Évidemment que je peux m'y habituer, c'est pas un problème. Mais c'est pas la meilleure des idées, donc ça va être assez exceptionnel. En vrai, c'est surtout que je le trouvais cool pour ce qu'il y a dessus et que c'est un peu la répartition des richesses aussi. La façon dont elle marche dans un pays capitaliste, c'est il y a des gens qui font des projets cool, comme cette marque, ou qui font de la bonne bouffe, ou qui font des bons restaurants. Et toi, tu vas leur donner de la valeur sous forme de papier et de l'énergie. Ton énergie que tu as stockée sous forme de papier, tu le donnes à celui que tu trouves qui assure. Et ça le récompense pour faire des choses encore mieux, pour avoir plus, accumuler comme ça plus d'énergie. Comme un horrible capitaliste qui accumule plus d'énergie. Et simplement, pourquoi ça se fait pas trop en France? Là, je te parle de ces transactions d'énergie-là sur ce qui serait un marché. Parce qu'il y a aussi, évidemment, tu peux donner par charité. Pourquoi ça n'existe pas trop en France et qu'on me dit que les gens ont des oursins dans les poches? Parce qu'ils n'ont pas des oursins dans les poches. Ils ont l'État français qui leur prend tout ce qu'ils gagnent à peu près. Donc, il leur reste du petit argent de poche qui est pour eux. Voilà. Et on me dit, ouais, vous êtes pas généreux. Oui, mais en fait, c'est-à-dire que j'ai déjà redistribué plus de la moitié de ce que j'ai produit comme richesse dans une journée de travail. Dans une journée de travail, la moitié de cette journée, je la travaille pour l'État. On me dit pas merci derrière. Et même si la rue, elle est à peu près propre, il est pas foutu d'assurer ma sécurité. Est-ce qu'on va parler de ça? Est-ce qu'on va parler des jeunes Français qui meurent? J'ai pas envie d'imiter ces histoires, c'est un peu glauque. Mais voilà, c'est écrit en géorgien, il y a mon nom, il y a des symboles qui sont cool. Comme derrière le drapeau de la Géorgie, que tu reconnais, et devant, merveilleux. Alors là, il y a un truc totalement motivationnel du type... T'as brûlé tes bateaux, il n'y a pas de... Tu te retournes pas, quelque chose comme ça. Il faudrait que je revérifie ce que ça veut dire en géorgien. Et surtout, le symbole de Didgori. Pourquoi est-ce qu'il te concerne un petit peu en tant que Français? Parce que tu te fais envahir par les Seldjoukides et qu'il va falloir faire des 1 contre 4. Non, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, c'est pas la raison historique à laquelle je pense. Il y a des Français qui ont participé à cet événement des croisades. Comme tu le vois, le symbole est un manche d'épée qui forme un petit peu une croix. Et ça fait référence donc à la bataille de Didgori. Ce design particulièrement, il fait référence au monument absolument incroyable. On ira le voir parce que c'est fou de faire ça. C'est vraiment la testostérone qui t'a ordonné de planter de géantes épées. Je sais pas à quel point elles sont grandes d'ailleurs, mais je crois que c'est des mètres. Il y en a plein. Il y a plein d'épées plantées dans le sol. À un endroit où ils ont remporté une bataille contre donc les Seldjoukides, qui sont le peuple qui donnera ensuite l'Empire ottoman et qui a essayé d'envahir la Géorgie. Et la Géorgie a contre-attaqué avec une poignée de croisés, notamment des Francs. Et notamment des Français là-dedans, mais des Européens de l'Ouest. C'est pas énorme, hein, c'est de l'ordre de 10% peut-être même moins. En tout cas, c'était essentiellement des Géorgiens contre les Seldjoukides et le califat arabe qu'il y avait dans la région, qui essayait aussi de choper cette zone montagneuse-là. Ils ont remporté la bataille à 1 contre 4. Et évidemment, c'est pas
4 contre 1 comme ça se fait aujourd'hui. Ah, on rejoint les jeunes Français qui se font tabasser à... Apparemment, il y avait jusqu'à 10 personnes. Mais je crois que les suspects sont 5. Pour ce qui s'est passé à Narbonne, là, c'est de l'actualité. Hein. Je fais des switches entre un événement qui se passe au Moyen-Âge, à l'âge d'or de la Géorgie, et un événement qui s'est passé il y a 4 jours. C'est pas la même chose, hein, c'est pas le même affrontement. On peut s'accorder à un 1 contre 4. Je crois que les historiens de la région exagèrent parfois un petit peu le nombre de Seldjoukides qu'il y avait en face. Et cette bataille est de l'ordre du miracle. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a été interprétée. Ce que je comprends techniquement, c'est peut-être parce que tu t'es jamais retrouvé à 1 contre 4 et que t'as jamais gagné ça. Mais tu peux expliquer par le rationnel et par leur QI et par leur stratégie de guerre tout ce que tu veux. Quand t'as survécu à 1 contre 4, t'appelles ça un miracle. On s'en fout. Et tu crois plus fort à Dieu, et ça te rend plus fort. Et ça fait une espèce de chaîne de force qui fait que tout ici peut s'appeler Didgori, et que c'est ce qui a marqué sur mon Rashguard. Et maintenant, il va falloir que j'en sois digne quand je le porte, parce que je peux pas apporter un truc comme ça Didgori et me faire rouler dessus à chaque combat. C'est pas compatible. C'est pas ce qui se passe non plus. Là, j'arrive bien à me défendre. Mais avant de le porter à l'entraînement, et est-ce que je vais y aller avec 2 mains? Je sais pas. On va y aller plus sobrement avec un t-shirt noir. Et avant d'aller à l'entraînement avec ça, il faut en être un petit peu digne et gagner ça. Mais, à mon âge, moi qui ai commencé les arts martiaux, en tout cas sérieusement, parce que là je suis en train de les commencer sérieusement, je les ai commencés sérieusement tard. J'en ai fait d'autres, hein. Quand j'étais petit, j'ai fait du judo, j'ai fait du taekwondo, dans cet ordre-là, je crois, judo, taekwondo, muay thai, et de manière éparse, du grappling. Quelques combats d'anglaise, mais je prenais juste l'expérience que j'avais au muay thai, ce qui n'est pas évidemment parfait pour de l'anglaise, mais là, ouais, je suis bien décidé de m'y mettre sérieusement. Mais la présentation des vêtements est faite, tu sais pourquoi je suis parti aussi loin dans ces banlieues-là. Et je trouve ce genre d'initiative assez cool. Je vois tout noir, je me suis levé trop vite, il fait chaud en ce moment. Petit encas, je pense qu'on va se dire à la prochaine.